Hello, hello les filles! Je coupe tous les sons qui sont ici en train de marcher encore. Comment est-ce que vous allez? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche. Je vérifie que tout se passe bien. Yes, c'est génial. Merci d'être là. J'ai vu qu'il y avait Jocelyne, qu'il y avait Jessica qui était là. Mettez-moi un petit bonjour. C'est parce que j'ai la chance que Facebook me dise que vous êtes là. Autrement, je ne vous voyais pas encore. Dites-moi qui est là, que ce soit en direct, en replay. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai changé de fond. Je suis pas chez moi. J'ai la chance il fait beau chez nous et du coup on a décidé de partir à la mer. Donc on profite, ma fille, et c'est là aussi l'intérêt de pouvoir de parler des loyautés familiales, de parler de rôle mère-fille, aussi bien en haut qu'en bas aujourd'hui. Parce que je sais que pour certaines personnes, ce serait inimaginable de pouvoir laisser sa fille 1 heure jouer toute seule pendant que je suis en train de travailler. Donc on va aborder des sujets qui pour moi sont vraiment essentiel à l'heure actuelle parce qu'il y a des choses qui se reproduisent de génération en génération et pour lesquelles on a un peu du mal à s'en détacher et parfois on n'en a même pas conscience. Alors, je m'appelle France Drian, je suis la fondatrice des Princesses en basket, la créatrice évidemment d'Atlantis aussi, et j'accompagne les cadres, les managers, les dirigeants d'entreprise à maîtriser l'art de l'équilibre pro-perso. Et donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va délier. C'est objectif, hein, c'est quand même que vous ressortiez avec quelque chose, on va délier les liens toxiques, en tout cas les liens invisibles qui vous empêchent de vous réaliser pleinement en tant que femme, tout en respectant vos rôles familiaux. Parce que l'idée, c'est pas de tout envoyer péter, ça crée du chaos, c'est inconfortable, c'est de pouvoir aller on va aller travailler dans le subtil aujourd'hui, on va vraiment aller travailler dans le subtil pour vous aider à vous affirmer. Souvent, mes clients sont des femmes qui sont très affirmées dans leur job et dans la relation avec les parents, avec les enfants, c'est souvent très différent. Alors, j'ai quand même une question pour vous, c'est quelles sont les croyances? Donc, les croyances, c'est ce que l'on croit être vrai. Il n'y a pas de jugement à avoir qui vous empêche de vous réaliser. Si vous deviez vous dire, c'est quoi les phrases que je me répète qui, si je les observe, m'empêchent de me réaliser. Ou peut-être que ça peut être une personne dans votre entourage où vous vous dites, oui, c'est à cause de cette personne que je ne peux pas me réaliser. J'ai déjà entendu, donc moi, quand j'étais à l'école de coaching, on- pour notre examen, on avait des cobayes. C'est comme ça que j'ai connu Valérie, qui est intervenue en jour 3, qui venait et qui partageait leurs problématiques. Et d'avoir des femmes qui avaient des rêves, des aspirations, ça m'avait vraiment heurté parce que c'est les seules fois que je les ai vues, mais il y en a tellement. Et qui me disaient, oui, mais je ne peux pas parce que mon parent est en fin de vie, mes grands-parents, parce que je dois m'occuper de maman, parce que mes parents ne s'en remettraient pas si je faisais ça. Et de voir à quel point on s'empêche de réaliser des choses pour nos parents ou pour nos enfants. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de faire cette masterclass-ci sur justement la loyauté familiale. Pour ceux qui ont déjà suivi Atlantis, la première édition, chaque édition d'Atlantis est différente pour cette raison. Parce que j'ai envie d'aborder plein de sujets différents, ou en tout cas d'aborder le même sujet avec des angles de vue différents. Et puis c'est intéressant de voir aussi c'est quoi les attentes familiales. C'est ma deuxième question. Quelles sont les attentes familiales que vous ressentez? Quelles sont les pressions, les exigences que la famille, aussi bien d'en haut que d'en bas, vous pouvez ressentir. Et c'est important parce que il y a tellement de gens qui n'ont pas de conscience et de nouveau, on va revenir sur la conscience. La conscience, c'est un mot que j'utilise tous les jours, je crois, depuis le début d'Atlantis. Mettre de la conscience, c'est mettre en lumière, en fait. Mettre de la conscience, c'est vraiment ça. C'est mettre en lumière. euh, des choses qui sont dans l'ordre de l'invisible, de l'inconscient, de nos croyances, de notre mental, de nos conditionnements, et mettre de la conscience en se disant, tiens, j'observe que je fonctionne comme ça, que je me dis ça. Est-ce que ça me porte ou est-ce que ça me dessert? Et vraiment, c'est ça, c'est vraiment ça, aller mettre de la conscience, aller mettre de la lumière, aller mettre, oui, vraiment, aller mettre j'ai vraiment le mot light, donc de la lumière sur cette partie-là de nous qui nous empêche de nous réaliser. Et j'ai vu aussi des femmes partager sur leurs enfants et dire, ah, mais tu te rends compte? Enfin, tu ne te rends pas compte.
mais j'ai des enfants, moi, moi, comme si il y avait quelqu'un qui avait des enfants. Euh, je peux pas me permettre de voyager comme ça. Où j'ai mon boulot, et il faut bien que je subvienne aux besoins de ma famille. Et de toute façon, je ne peux pas voyager comme ça avec des femmes qui rêvent de faire le tour du monde, ou qui rêvent de partir 3 mois quelque part, ou qui ont des aspirations comme ça, et qui se disent, non, mais ça ne se fait pas. Qu'on soit bien clair, France. Ça ne se fait pas. Et puis, il y a les enfants, il y a l'école. Et en fait, ça, c'est intéressant comme on est dans le négociable. Il y a un jour de cette semaine, l'impératrice, je crois que c'est mercredi, je vous ai parlé de devenir non négociable. Et quand la valeur liberté est votre valeur number one et que vous apprenez en fait à respecter vos valeurs et à vivre votre vie en fonction de vos valeurs, de les intégrer dans votre couple, mais par contre de poser un cadre pour vos parents, pour peu importe, même les enfants, votre couple autour de vous, avec ce qui est non négociable, vous allez voir qu'il y a des choses qui changent et pour lesquelles vous ne posez pas de questions. Moi, j'ai une fille, elle a 10 ans et demi. Elle est hyper débrouillarde, elle est autonome pour plein de choses, pas pour d'autres, hein, mais elle est débrouillarde pour plein de choses, elle est autonome pour plein de choses. Pourquoi? Parce que elle est conditionnée là-dedans. Elle me dit l'autre jour, ah maman, j'ai un copain, ses parents sont partis 2 semaines en vacances sans lui. Je la regarde et je dis, ok, maman, elle part souvent à l'étranger sans toi, comment tu le vis? Ah bah je le vis bien. Bah, pourquoi ça te choque en fait que ses parents soient partis? Ah bah c'est parce qu'en fait il était choqué, donc je te répète ce qu'il m'a dit. Et donc, c'est une perception. Et donc, on va avoir un exemple très clair d'avoir un petit garçon qui est choqué à 10 ans et demi que ses parents partent 15 jours sans lui. Et on va avoir ma fille pour laquelle c'est une norme que sa maman parte 15 jours, 3 semaines sans elle. Et je reviens sur cet exemple de ces gens, de ces femmes qui veulent voyager, qui aspirent à voir le monde, à découvrir, à partir et qui disent oui, mais il y a l'école. On a des amis, nous. La grande a 12 ans, la deuxième a un an de moins que Lisa, donc elle a 9 ans et demi, et la toute petite a 5 ans. Ils sont partis au mois de juin pour faire un tour du monde. Ils ont donné, à la base, ils comptaient donner une année sabbatique à leurs enfants, et puis ils ont décidé finalement qu'ils allaient tenter de faire l'école à la maison et de repasser au jury central quand ils arriveraient. Moi, je trouve ça super inspirant, parce que ce sont des gens qui se disent, OK, on a créé un job qui nous permet de voyager, là, c'était la moitié du cas, je vais dire, il y a un oui, l'autre non, donc il y en a un qui a pris un congé sans solde pendant un an. Ils ont planifié leur voyage et ils se sont dit, OK, on y va parce que pour nous, la liberté est quelque chose de prioritaire. On veut faire découvrir le monde à nos enfants, on y va. Mais je trouve ça inspirant parce que je trouve que c'est des gens qui réalisent leurs rêves, leurs projets. Mais il y a tellement de gens qui s'empêchent de le faire parce que qu'est-ce que mon père va dire? Qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce que la grande-tante va dire? Et si on n'y arrivait pas, et si les enfants rataient leur année scolaire, qu'est-ce que ça ferait dans leur vie? Ah oui, ils vont perdre un an. Un an dans une vie où on va s'enrichir émotionnellement. Ça n'a pas de prix. Et pourtant, on va se poser mille et une questions. Et alors, j'ai aussi, et ça c'est vraiment très très typique des clientes que j'accompagne, c'est cette impression de devoir démontrer ou montrer à leurs parents qu'elles ont réussi, qu'elles y arrivent, qu'elles sont autonomes. Ce sont souvent des femmes dont les mères ou les parents, en tout cas, viennent du salariat. Pour certaines, c'est même des fonctionnaires, des mamans qui n'ont pas travaillé aussi, des mamans au foyer, parce qu'il y en a encore beaucoup, des femmes qui, dans les générations précédentes, ne travaillaient pas. Et c'est comme si elles devaient se battre. Et là, elles ont bien leur armure, hein. C'était armure, le mot que je cherchais la fois dernière. Elles ont bien leur armure. Elles sont prêtes à partir au combat, le combat de leur vie, parce que dans la vie, rien n'est simple, hein. C'est une croyance qu'elles ont, que les choses sont compliquées. On gagne les choses avec la sueur de leur front, parce qu'il y a quelque chose du l'ordre du sacrifice. Et elles partent en combat pour montrer au monde qu'elles sont capables. C'est tellement épuisant. Je les comprends, hein. Moi, j'ai une maman, c'était l'inverse. Ma maman, c'est la femme qui est partie en croisade pour montrer qu'elle était capable. Moi, j'ai eu un magnifique exemple de mère en croisade, de femme en croisade. J'ai vu aussi ma maman trébucher. J'ai vu ma maman s'épuiser. J'ai vu ma maman avoir un besoin de reconnaissance tellement grand.
Et en même temps, je crache pas dessus parce qu'il y a plein de moments où je me reconnais là-dedans aussi. Et en même temps, de se dire, tiens, si on switchait les rôles et que vous imaginez que c'est votre enfant qui se décarcasse comme ça pour montrer quelque chose, pour démontrer qu'il est capable, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Parce que il y a tellement de parents. C'est vraiment une question que je vous pose. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cet enfant qui se décarcasse? Imaginez qu'il est grand, votre enfant, qu'il est marié, qu'il a des enfants et qu'il est non-stop en train de se battre pour montrer à quelque chose, à quelqu'un, à lui-même aussi, qu'il est capable. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cet enfant? Et observez les mots qui viennent, vous pouvez me le mettre dans le chat. Moi, je suis sûre que quand j'entends certaines de mes clientes, certaines femmes que j'ai en appel découverte, qui me racontent, qui m'expliquent ce qu'elles vivent, je crois qu'il y a des parents qui seraient tellement démunis, qui auraient tellement envie de venir vous aider et que vous redescendiez de pression. Parce qu'à aucun moment, ils n'ont voulu ça pour vous. Et vous vous sentez comme presque, c'est presque devenu une mission de faire mieux qu'elles, de faire mieux qu'eux, de montrer qu'il y a une autre voie possible. Et en fait, vous allez vous épuiser parce que eux, sur le fond, ils veulent pas changer. Ils ont leur vie, leurs croyances. Vous voulez vous montrer à vous que vous avez plus de valeur. Et c'est même pas que vous avez plus de valeur, c'est tout simplement que vous avez de la valeur. Et là, on revient sur la masterclass numéro 1, où je vous ai parlé de la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et vous allez faire le lien parce que toutes les masterclass sont interconnectées les unes avec les autres, hein. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les autres, allez-y. Prenez le temps aujourd'hui d'aller regarder les autres masterclass. C'est magique comme il y a tellement de femmes qui ne se donnent pas de la valeur et qui espèrent que par leur réussite professionnelle et sociale, ça leur va leur en donner. Et puis en fait, c'est une chaîne sans fin. Parce que quand vous avez atteint l'objectif que vous vous étiez fixé à une époque, souvent les objectifs sont flous, donc vous avancez dans le flou et c'est jamais assez. Mais même si l'objectif est précis, vous continuez à chercher parce que c'est à l'intérieur de vous que vous devez nourrir. Et vous avez été chercher à l'extérieur de vous des validations externes de parents, donc de tantes, de vos enfants, de votre conjoint, de Pierre-Paul Jacques ou de Pierrette, Jacqueline. Et quand j'apprends, vous savez, dans une des masterclass, on parlait de... Je suis pas égoïste, moi, donc quand je parle du non négociable et de se mettre en priorité aussi, dans une des autres masterclass où je vous parle de se mettre en priorité, j'ai des femmes qui me disent, non, mais tu sais, moi, d'avaler ma salive de travers, c'est toujours très intelligent, ça, de pouvoir se dire, je suis pas égoïste, moi. C'est comme si égoïste, c'était quelque chose de mal. C'est comme si être égoïste, c'était quelque chose de satanique. J'ai la chance, moi, d'avoir été élevée par des parents, des grands-parents, plein de gens autour de moi qui m'ont toujours dit, mais France, de toute façon, t'as toujours été égoïste. T'es une vraie égoïste. Je me sens pas du tout être égoïste. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai très vite compris, en observant mes parents fonctionner. J'avais un papa qui était qui est dans beaucoup de croyances, dans beaucoup de principes, qui le limitent. Je peux pas dire qu'il n'est pas heureux, je crois qu'il est heureux, mais mon papa, dès qu'il a atteint son objectif, il n'y a pas de suite. Et ça ne m'inspire pas, parce que j'aspire à d'autres choses dans ma vie. Ça ne veut pas dire que j'aime pas mon papa, j'aime beaucoup mon papa et je le respecte pour qui il est. À une époque, je croyais que je valais mieux que lui, parce que je croyais que je savais que la vie, c'était comme ça. C'est faux, je n'en sais rien, je sais juste que lui, dans sa vie, il semble être heureux. Il a plein de regrets, il aura plein de regrets, ça je le sais, mais ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Ma maman, c'est une femme qui a appris à se mettre en priorité, qui a voulu démontrer, qui a
elle a énormément de charisme. Elle a voulu démontrer à sa famille qu'elle était capable. C'était la première femme de sa lignée à travailler, à être indépendante, à se débrouiller toute seule, à divorcer. Elle a été une vraie pionnière dans sa vie. Et moi, je les ai observés et je me suis dit, OK, mais en fait, moi, j'ai deux modèles qui ne me conviennent pas. C'est pas pour ça la vie. Moi, j'ai une maman qui s'est épuisée au travail, qui s'est épuisée dans sa vie, qui a été par moments très heureuse et par moments très malheureuse. Alors, c'est clair que sa vie est plus intense. Moi qui aime les émotions, qui aime les sensations fortes, je peux vous assurer que sa vie est plus intense. Maintenant, moi, là-dedans, où est-ce que je me situe? Et c'est intéressant de se poser la question. Oui, j'ai une part d'égoïsme, mais j'ai aussi une part d'altruisme. Et c'est parce que les gens voient le côté qu'ils ne s'autorisent pas à réaliser. Moi, quand je suis altruiste, je n'ai jamais personne qui va me dire: Oh, félicitations, France. T'es vraiment altruiste, c'est génial, continue comme ça. Non, mais par contre, on va me dire: Ah, la France, t'es vraiment égoïste. C'est vraiment pas bien. Et alors, vous allez intégrer: Ah oui, je suis égoïste, et être égoïste, c'est mal. Moi, j'ai cru ça pendant très longtemps qu'être égoïste, c'était mal. Mais en fait, être égoïste, à partir du moment où vous ne voulez pas du mal à l'autre, mais juste vous vous mettez en priorité, c'est même pas de l'égoïsme, c'est tout simplement du respect. Et ce qui est intéressant, c'est que chez certaines de mes clientes, et là je vais en choquer certaines, donc écoutez bien, comme je leur apprends à devenir successful. Successful, c'est important, c'est le mot full. Parce que souvent on dit des businesswomen à succès ou success businesswoman. Il n'y a que le succès et le business. C'est-à-dire qu'on reste dans ce que vous êtes la plupart déjà. Vous êtes à un niveau professionnel et social qui est déjà bien élevé. Vous avez de la reconnaissance de vos pairs. Mais il n'y a pas le full. Donc, dans la zone, si on regarde votre roue de la vie, la carrière, les finances, souvent, c'est très bien. Vous avez des bonnes cotes, on va dire. Mais le reste, c'est c'est volage. C'est pas, vous n'avez pas créé une fondation stable, un socle. Et quand je fais connecter au successful woman, à la femme qui a du succès dans tous ces domaines de la vie, qui a des 8 sur 10 ou plus dans tous ces domaines de la vie, écoutez bien, je les fais connecter à une part d'elle que souvent on n'aime pas, mais je vous fais connecter à votre salope en vous. Et là, vous allez peut-être certaines vont être choquées, se dire: bah non, bah moi j'ai pas ça chez moi. Moi j'ai pas cette part-là en moi. Ben, je peux vous assurer qu'on va connecter à la salope, on va connecter à la séductrice, on va connecter à tout ça parce que vous allez avoir besoin de ces énergies-là, parce que ces énergies-là, elles viennent de votre chakra racine, elles viennent du chakra rouge, elles viennent de votre essence de vie. L'ennui, c'est qu'on a envie d'être un peu spirituel, on a envie d'être des gentilles filles. Et donc on se dit: Ah non, mais France n'est pas bien. Mais quand vous libérez ça, vous libérez la lionne en vous. Et la lionne, elle est capable à la fois de tuer pour manger, mais elle est capable de protéger ses petits. La lionne, elle est équilibrée dans tout. Et elle ne se pose pas la question de: est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est politiquement correct? Non, elle le fait. C'est tout. Et la lionne, elle est en équilibre. Parce que c'est tout dans son instinct qui vise à l'équilibre. Mais la success businesswoman, elle est en déséquilibre. Parce qu'elle cherche quelque chose qu'elle ne trouvera pas à l'extérieur d'elle. Et c'est important de revenir à l'intérieur de soi pour aller déconstruire tout ce qui est bien, mal, remettre tout ce qui doit être remis en ordre, libérer certaines croyances, certaines énergies qui vont vous permettre de pouvoir mettre du 8 sur 10 ou plus dans tous vos domaines de vie. Et ça, c'est la quintessence. Être connecté à la lionne qui peut à la fois être dans la tendreté, dans la générosité, dans l'amour, dans la protection, et en même temps d'être la lionne qui est capable de pouvoir être furtive, qui va pouvoir être incisive, qui va pouvoir plonger sur sa proie, qui va pouvoir
être là, présente au bon moment, être dans l'action. C'est ça l'équilibre. Pas que vos clients sont des froids, loin de là. Vous allez avoir besoin de trouver cet équilibre. Enfin, vous n'allez pas avoir besoin, vous avez besoin de trouver cet équilibre. Et vous allez avoir besoin de déconstruire certains schémas. C'est pour ça que je vous demande, c'est quoi les croyances que vous observez qui vous empêchent de vous réaliser? C'est quoi? Où est-ce que vous vous dites, et vous pouvez le mettre dans le chat, où est-ce que vous vous dites, oh France, ça c'est pas bien. Ah non, ça ne se fait pas. Moi, quand je vois mon père, j'ai été élevée avec l'idée qu'on ne dérange pas les gens. On ne demande pas, on ne dérange pas, on ne s'impose pas. J'avais un week-end de libre, j'avais pas de masterclass avec vous hier, il fait beau. J'ai envoyé un message à un de mes potes qui vit ici aux Pays-Bas, à la mer, et je lui dis, est-ce que vous êtes chez vous? Si oui, est-ce qu'on peut venir? Si je n'avais pas dépassé ces croyances-là, je serais chez moi, comme d'habitude, devant mon ordinateur, comme aujourd'hui matin. J'aurais travaillé hier la journée, alors que j'avais ma fille, parce que j'ai plein de choses à faire, clairement, et j'ai pris du retard dans Atlantis, mais c'est OK. Parce que je connais mon besoin numéro un, qui est la liberté, et que j'avais besoin de le nourrir. Parce que je vous ai émis vendredi que je me sentais fatiguée. Et donc j'avais besoin de me ressourcer. Et quoi de mieux que d'aller nager dans la mer pour nettoyer toutes les énergies et me ressourcer et me revigorer. Mais si j'avais gardé cette croyance, aujourd'hui, je ne serais pas avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, je serais avec un autre style d'énergie, je ne sais pas laquelle. Et donc, c'est important d'observer les croyances que vous avez, qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à vos parents, et que vous pourriez transformer ou changer tout simplement et expérimenter. Et les croyances, ça ne se fait pas, ça ne se change pas du jour au lendemain. Il y en a que vous pouvez changer du jour au lendemain, ça c'est clair. Mais c'est de l'expérimentation. Ok, je me sens comment? Ah, c'est inconfortable quand je fais ça. Ah, la première fois que j'ai demandé, je ne me suis pas sentie à l'aise. Et puis à un moment donné, vous prenez un nouveau pli et vous demandez, vous vous rendez compte qu'en fait, bah, on vous dit oui, on vous dit non, c'est pas très grave. Il m'aurait dit non, c'était ok. Il m'a dit oui, c'était parfait. C'est tout. Et il y a des schémas comme ça de comportement que l'on adopte pour rester d'une certaine manière aussi fidèle à sa famille, même parfois au détriment de ses désirs, hein. Quand je vois certaines personnes, et c'est intéressant parce que ça continue même après la mort d'un parent, par exemple, l'espèce de fidélité qu'il y a. Je prends un exemple, je connais toujours maintenant, hein, on se leurre pas, il y a certaines personnes qui sacrifient leurs ambitions personnelles pour des ambitions familiales, je vais dire. Comment? Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a 2 ans, je suis à Montpellier, chez une amie, et il y a sa nièce qui est là. Sa nièce fait ses études à Montpellier, mais elle habite à la base à La Réunion, et ses parents vivent toujours à La Réunion. Elle est en France pour pouvoir faire ses études universitaires. Et je discute avec elle, et moi je suis toujours intéressée de voir qu'est-ce qui fait qu'à l'UNIF, on a décidé de prendre telle ou telle option, et on discute, on discute, on discute. Et puis elle me dit, bah, tu sais, France, moi, j'en ai rien à foutre des études que je fais, je les fais juste pour faire plaisir à mes parents. J'aurai mon diplôme, ils me foutront la paix, et après ça, je pourrai faire ce que je veux réellement. Et là, j'ai un peu tiqué, parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant, qui veut encore ça pour ses enfants? Qui veut imposer son point de vue à ses enfants, quitte à ce que ses enfants n'en aient rien à foutre pendant 5 ans de faire des études, donc de perdre 5 ans. Donc on ne veut pas voyager pendant un an pour que nos enfants ne perdent pas un an, mais on est capable d'imposer à ses enfants un style de réussite pour 5 ans de leur vie où ils vont se planter. Un autre exemple, j'ai une de mes cousines, elle fait médecine, elle réussit super bien, elle a ses spécialités, et à un moment donné, elle me dit, je me suis plantée. C'est pas cette spécialité-là que j'aurais dû faire, je me reconnais pas du tout là-dedans, j'aime pas du tout et je m'ennuie. Moi, c'est simple, tu viens me dire ça, je te dis, bah, change. Tu m'exposes un problème, change. Non, mais tu te rends pas compte, je vais pas faire 11 ans d'études pour changer. Donc, tu vas perdre encore combien d'années? Ça, c'est une question. Tu vas perdre encore combien d'années alors? 30, 40, 5, 10? On voit tout ce qu'on a sacrifié, parce que c'est ça, hein, ce qu'elle m'explique, ce qui m'explique tout, c'est OK, bah, j'ai sacrifié tant de choses, tant d'années, donc du coup, maintenant, bah, je vais continuer à sacrifier
parce que ce serait bête que je recommence à zéro. On ne recommence jamais, jamais à zéro. Quand j'ai, que je l'ai dit, je viens du milieu médical, donc les médecins, j'en connais beaucoup, les infirmières aussi, nutritionnistes et autres, enfin, un paquet. Quand je vois le nombre de médecins qui sont là parce que c'est des espèces de loyauté familiale, parce qu'on est médecin de père en fils, de père en fille, de mère en fille, peu importe, parce que leurs parents leur ont toujours dit jamais la médecine, s'il te plaît, ne va jamais faire ça, bah évidemment, c'est comme tu dis à quelqu'un, ne fume pas, s'il te plaît, il finit souvent par fumer. C'est typique des enfants, ils vont partout où on leur dit de ne pas aller. Des enfants qui se disent non, mais il faut que je fasse des études parce que mes parents m'ont dit qu'il fallait faire des études, comme ça on aura un bon job, un bon diplôme. Et on aura une bonne sécurité d'emploi et on doit être reconnu, on doit avoir... Et les jobs, souvent, dans ces familles-là, ce ne sont pas n'importe quel job. Tu peux pas être maçon, ça te situe, parce que ça permet d'avoir une reconnaissance sociale. Et on se sacrifie ses propres ambitions. Ma grand-mère, elle rêvait d'être infirmière. Elle a été quoi? Femme au foyer, parce que c'était comme ça à l'époque. Et c'est toujours comme ça. Il y a comme cette espèce de poids qui est là, qui est latent, dont on n'observe même plus, dont on n'a même plus conscience, et de se dire, j'ai fait mes études pour qui? Moi, mon grand-père, quand j'ai fait mes études de diététique, quand j'ai commencé, il m'a dit, je comprends pas pourquoi tu fais pas médecine. Tu aurais fait médecine un an, tu n'aurais pas aimé, ben, tu serais redescendu au diététique, tu serais directement passé en deuxième, et si tu avais aimé, tu serais médecin. Et je lui ai dit, mais je comprends pas ton concept. Je veux être nutritionniste, je vois pas l'intérêt de passer par la case médecin, université, alors que j'ai une voie rapide. C'est comme si tu mettais dans ton GPS une destination et que tu disais, oh, si j'allais faire 2 jours de détour. Enfin, non. Mais pour lui, c'était inconcevable de ne pas faire l'université. Dixit, celui qui n'avait pas fait l'université, évidemment, parce que c'est souvent comme ça. Donc, observez aussi quel choix vous faites ou quel choix vous avez fait. Si ce sont vos propres choix, alors clairement, ce seront vos choix parce que c'est vous qui les avez posés, mais si ce sont vos propres réflexions à la base ou si vous les avez faits en voulant faire plaisir. Ah. Il y a aussi le rôle des traditions. Il est comme si, moi j'avoue que j'ai pas trop ça parce que j'ai une maman qui m'a toujours dit, moi je travaille pour payer des gens qui demandent des honoraires moins hauts que moi pour faire ce que j'aime pas faire. C'est-à-dire on avait une femme de ménage, on avait un jardinier. Mon papa, lui, c'était plus quelqu'un qui, mon papa cuisinait. Donc chez nous à la maison, c'était pas la femme qui cuisine et qui fait le ménage, c'était papa qui cuisine et la femme de ménage qui fait le ménage. Donc j'ai pas eu ces repères-là. Mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces repères-là. De la femme qui s'occupe des enfants, qui cuisine, qui fait le ménage, même si on a des hommes qui sont de plus en plus présents dans les tâches ménagères. Mais en même temps, quand on réussit professionnellement, mais qu'on a encore cette espèce de poids de reproduction des traditions sans s'en rendre compte, ben, on se retrouve à bosser 10 heures par jour, à rentrer, à se mettre une charge mentale supplémentaire qui est faut encore faire les courses, il faut encore cuisiner, il faut absolument que le ménage soit fait, il faut repasser, oh là là, les mannes de linge en retard, parce qu'en plus, quand c'est comme ça, tu les laisses pas souvent dans la buanderie, tu les mets au milieu de ton salon pour te rappeler que tu dois les faire. Et ça s'accumule et ça prend de la place, et ça prend de la place dans ta tête. Et tu mets la planche à repasser en te disant ça va te motiver. Mais non, ça ne te motive pas, donc ça prend encore plus de place dans ta tête et tu accumules le retard. Et donc tu es complètement débordé. Ça, c'est un enfer. Ça vient d'où? Ça vient de quelque chose de l'ordre du transgénérationnel. Ça vient de vos croyances, ça vient pas de vous. Vous vous êtes pas dit un jour, tiens, je vais adorer accumuler le retard. Ça va être kiffant, ça va mettre mon expérience de vie. Ma mission de vie ici, ça va être de voir comment je réagis à l'accumulation de retard. Non, mais l'ennui, c'est que du coup, ça crée dans l'espèce de champ énergétique une distorsion, un dysfonctionnement qui fait que vous allez non-stop vous sentir sous pression. Et puis, vous allez devenir addict à cette pression et vous allez vous arranger pour toujours repartir en état de pression. Et c'est super malsain. Mais tout ça, ça nécessite à un moment donné de mettre de la lumière sur un des dominos, donc une des croyances, un des points de départ. Et d'aller, moi j'adore une croyance, pour moi c'est comme une table avec 4 pieds. Si tu casses un pied, bah, tu as toujours 3 pieds. Et tu sais plus manger sur ta table, mais ta table elle est toujours là. Il faut casser les 4 pieds de la table.
Mais quand tu n'as plus tes quatre pieds, mais que tu as toujours besoin de ta table, tu as un problème. Donc, il faut reconstruire quatre nouveaux pieds. Et pas que ça prend du temps, parce qu'il y en a qui me disent, oh, changer ses croyances, c'est lent, c'est long. Non. Changer ses croyances, ça peut se faire comme ça. Et ça peut être long. Ça dépendra le système que vous avez choisi. Moi, j'apprends à mes clientes à changer comme ça. J'apprends à changer en 10 jours. Je leur apprends à expérimenter. Je sais juste une chose, c'est que pour changer une croyance, il y a une chose qui est importante, c'est l'action. La lumière, la conscience et puis l'action. Il y a des femmes aussi dans mes clientes qui, par rapport à leur famille, mais leur couple aussi, mais c'est surtout leur famille, il y a comme s'il y avait toujours ce rôle mère-fille, père-fille, pareil avec les enfants, alors on est dans un rôle d'adulte à adulte. Mais comme s'il y avait toujours ouais, enfin, comment on dit, le rôle parent-enfant et cette envie d'éviter les conflits parce qu'on sait que, oh, bah oui, mais il faut protéger les parents, mais en même temps, il faut se protéger parce qu'on sait que ça risque de crier, ça risque. Et du coup, on n'exprime pas vraiment ses vrais sentiments, ses vraies aspirations, ses opinions pour espérer maintenir un calme au repas de famille, quand on va manger chez les parents le dimanche ou les beaux-parents. Et l'ennui, c'est que ça nous étouffe. Et plus ça s'accumule, pire c'est, et ça vous empêche d'être quelqu'un que vous rêverez d'être, c'est-à-dire authentique. Mes clientes, elles aspirent toutes à avoir de la simplicité dans leur vie et de l'authenticité. Et c'est pas le cas, parce qu'il y a le masque de la bonne fille qui est de retour, celle qui fait pas de vagues, alors que vous avez juste envie d'être vous-même. Et mes clientes aussi, certaines, hein, pas toutes, parce qu'il y en a qui sont forts comme moi, mais elles mettent les autres en priorité, en mettant parfois le besoin de leurs parents, de leurs enfants, avant les leurs. Et du coup, ça nous fait de nouveau des nanas qui sont dépassées, parce qu'il faut conduire les enfants partout, parce qu'il faut les soutenir. Alors le pire, c'est quand ils font des sports d'équipe qui ont nécessitent des compétitions. Ça veut dire 2 entraînements semaine, plus le match le week-end. C'est pareil pour la danse, parce qu'après, il y a les spectacles, les répétitions. Et puis alors, oh, on se dit, ah, mais mon enfant, il a un niveau, il peut rentrer en compétition. Et là, vous dites, oh, c'est génial, reconnaissance personnelle, hein. C'est pas pour elle que vous le faites, c'est pour vous. Ah, c'est génial, ils vont faire de la compétition, vous êtes super fiers, mais combien de fois vous allez devoir les conduire? Et vous n'allez pas faire appel à un taxi pour les conduire, hein, vous allez vous rajouter ça en plus. Et vous allez être fiers, et à un moment donné, vous allez être complètement fièrement épuisé. Parce qu'en plus de vos heures de travail, de toute la charge que vous avez accumulée, vous avez ça en plus. Et quand c'est pas les enfants, c'est les parents. Ah bah oui, ils sont vieillissants. Ah bah oui, il faut faire leurs courses. Ah bah il faut aller les voir. Ah, ils me téléphonent. Maman, mon père commence à perdre la tête. Et on se tracasse pour eux. Et hop, et on met les besoins des autres avant les siens. Parce que vous êtes ces bonnes personnes. En tout cas, vous croyez et vous vous donnez l'illusion d'être une bonne personne en faisant ça. Alors que vous êtes juste en train de vous détruire et de passer à côté de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous devez les rejeter. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. Ça veut juste dire que vous allez devoir trouver un système qui vous convient où vous ne vous oubliez pas dedans. Il y a aussi beaucoup de femmes, parce que c'est nouveau, hein, ça ne fait que 2 générations que les femmes travaillent, ont des réussites professionnelles, et on fonctionne avec cette espèce de parité homme-femme maintenant, pour lequel je trouve que j'ai pas d'avis sur le sujet, mais juste on fonctionne pas de la même manière, les hommes et les femmes, et toutes les femmes ne rêvent pas d'être une successful business woman. Moi, je connais des femmes dont elles me disent, c'est parce que la société actuelle ne nous permet pas financièrement, mais moi, il y en a qui me disent, moi, je rêverais de ne pas travailler. Je rêverais de m'occuper de mes enfants à temps plein. Clairement, ce ne sera pas mon discours. Moi, j'adore travailler parce que je surkiffe pouvoir contribuer au monde. J'adore avoir ma fille à mi-temps à la maison. J'adore la vie que j'ai créée. Mais j'entends qu'il y ait des gens comme ça, qui aspirent à un autre style de vie. Et on essaye aussi de se conformer à une espèce d'attente de succès familial. On choisit, j'en ai fait un lien avec ce que j'ai dit avant, c'est qu'on choisit des études pour bien présenter, on se marie, on a des enfants, et puis on correspond de plus en plus à des attentes familiales et sociétales, hein. Je vais mettre les deux là-dedans.
plutôt qu'aller vers ses propres désirs. Moi, j'adore quand ma sœur, ma petite sœur, elle a 4 ans de moins que moi. Hier, elle m'envoie un message, elle est à Los Angeles. Et je sais qu'elle va partir vivre là-bas. C'est là où elle vit, ma sœur. Elle est vivante quand elle est là-bas. Quand elle est en Belgique, elle est éteinte. Mais c'est une artiste. Et ma sœur, elle me dit, France, moi, j'ai pu être qui je suis aujourd'hui parce que je t'ai vu te planter. Je t'ai vu passer de la nana super rebelle qui avait envie d'envoyer péter tout le monde jusqu'à tes 18 ans. Et puis, c'est comme si à tes 18 ans, tu avais eu un switch de responsabilité. Et tu étais devenue une bonne étudiante. Enfin, ça avait plutôt 19 parce que j'ai quand même j'ai raté ma première juste pour dire à mes parents, vous me faites chier. Euh, t'es devenue comme cette petite fille, enfin, cette jeune femme parfaite. Et puis, t'as rencontré le papa de ta fille, tu t'es mariée, vous avez construit votre maison. Et tout à coup, c'est comme si tu étais rentrée dans un moule. Et je t'ai observé, et je t'ai observé te planter, qu'elle me dit. Je t'ai observé passer de la lumière à l'ombre, du bonheur à éteinte. Et je t'ai vu aussi revivre. La chance, c'est que moi, j'ai 4 ans de moins que toi, donc j'ai pu observer ça de loin et me dire que j'avais le temps de voir ce qui allait se passer. Elle me dit clairement, ça me fait un bien fou de pouvoir te voir parce que ça m'a permis, le jour où ma sœur, elle a fait les hautes études de commerce, elle a des diplômes avec des reconnaissances, elle a les plus grandes distinctions, enfin, des trucs de fou. Parce que elle, c'était la petite fille parfaite. Et puis un jour, elle est arrivée et elle m'a dit, mon rêve à moi, c'est pas d'être salariée dans un grand groupe parce que j'ai fait les hautes études de commerce. Mon rêve à moi, c'est d'être chanteuse. Donc, je pars au cours Florent à Paris. Je vais devenir chanteuse. On s'est tous retrouvés, paf, en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur me dit, c'est parce que je t'ai vu fonctionner. Je t'ai vu te planter. J'ai vu que ça fonctionnait pas ce que tu faisais. Et à un moment donné, j'ai eu un électrochoc et je me suis dit, je veux pas la vie de ma sœur. Donc, j'y vais. Je vais déranger mes parents. Je vais déranger tout le monde, en fait. Et ça n'a pas été simple pour elle, parce qu'elle s'en est ramassée de mes parents, des oncles et tantes. Ah, mais t'en es où dans le chant? T'entends pas? C'est ton premier album, et mais beaucoup, et moi y compris, je me suis conformée aux attentes sociales, aux attentes familiales. Et je vous assure que quand j'ai décidé de me déconformer, je sais pas si ça se dit pas, mais bon, mon père, il m'a dit, on se souviendrait toujours, je suis au téléphone avec lui, et il me dit, je ne comprends pas ce que j'ai raté dans votre éducation à toutes les deux. Ben, en fait, c'est pas que tu as raté quelque chose, c'est que pour le moment, tu n'as pas encore compris. Et quand on discute maintenant, il me dit, ah, mais c'est tellement chouette de vous voir heureuses toutes les deux. Mais lui, il a oublié qu'un jour, il m'avait dit ça. Et que ce jour-là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai eu peur, en fait, d'avoir ce genre de réflexion. Qu'est-ce que j'ai eu peur de le décevoir. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ok, si ça se tient à ça, bah, je suis heureuse d'avoir pris les décisions que j'ai prises. Observez-vous les attentes inconscientes que vos parents vous ont mises et pour lesquelles vous empêchez, sans le vouloir et avec tout l'amour qu'ils ont pour vous, hein, et inversement avec tout l'amour que vous avez pour eux. Vos parents ne sont pas responsables de vos problèmes, loin de là. Vous êtes les seuls responsables de ce que vous vivez. Parce que c'est une interprétation de ce que vous croyez. Eux, ils ont juste fait de leur mieux. Mais par contre, ils ont l'art, encore maintenant, de vous piquer. Parfois, même morts, ils peuvent encore vous piquer. Parce qu'il y a une espèce d'aura qui reste là. C'est le principe des croyances. C'est le principe du transgénérationnel. C'est aussi pour ça que moi, ma mère, elle me dit tout le temps, mais toi, t'arrêtes pas de dire non. C'est toujours non. Et puis, j'ai réfléchi. Je vous ai dit, j'ai été formée par des commerciaux, parce que quand j'ai fini mes études, je me suis rendu compte que je voulais pas être, j'aimais pas tant que ça la nutrition. Donc, du coup, j'ai voulu rentrer comme déléguée médicale. Donc, j'ai été formée en tant que commerciale. Et c'est la première chose qu'on nous apprend, c'est à dire non. Et en fait, dans ma vie, j'avais jamais dit non. Enfin, si, j'avais dit non toute une période de ma vie quand j'étais petite, parce que je supportais pas la manière dont mes parents imposaient et ne respectaient pas mes besoins ni mes valeurs. Et puis, je me suis conformée. Et donc, il y a des choses que j'ai appris à faire, dire non.
Et j'ai pu voir la magie du non. Et je vous assure qu'un enfant de 2 ans, il a tout capté hein, quand il est dans la phase du non. L'ennui, c'est que quand on est adulte et qu'on revient dans une phase du non, ça crée beaucoup de chaos. Donc, c'est comment on apprend à être non négociable progressivement et non pas du jour au lendemain, parce qu'on voit quand un enfant de 2 ans commence à avoir sa phase du non, ça se fait pas tout à fait progressivement, ça arrive très vite et ça agace au possible tout le monde. Donc, il faut être prêt à recevoir l'agacement de tout le monde parce que ça va faire exactement pareil. Il y a des choses aussi qu'on garde et qui ne nous conviennent plus, comme par exemple fêter Noël, les anniversaires ensemble, euh, les cousinades, euh, les fêtes familiales. Et ça, j'adore parce que je le vois avec une de mes clientes qui me dit, oh, France, tu m'as vraiment appris quelque chose. C'est vraiment poser ce non. Ça ne me convient pas. Et il y a des fois, et elle m'expliquait qu'elle avait une réunion de famille bientôt et que ça faisait un moment qu'elle stressait parce qu'elle allait devoir justifier ses choix. En tout cas, c'est l'impression qu'elle avait devant tout le monde. Et elle ne se sentait pas du tout l'énergie là-dedans parce que son énergie était ailleurs pour un vrai autre projet privé. Enfin, c'est même pas un projet privé, c'est vraiment un changement de vie. Et elle me dit que ça a été dur déjà de l'annoncer à mes parents. Mon père m'a pas parlé pendant plusieurs jours. Mais d'avoir l'incompréhension des autres qui disent, bah quoi, tu viens pas, mais ça ne se fait pas, mais c'est pas possible. Et en fait, moi, ce que je trouve juste magique en tant qu'observatrice, c'est qu'en se donnant l'autorisation de délier un rituel familial, elle va délier tous les membres de la famille de ce rituel. Parce qu'elle me dit, souvent, on est là, on fait hi hi ha, ha, on se voit une fois l'année, le reste de l'année, on se contacte même pas. Et en fait, on va juste paraître, un petit peu comme vous avez les réunions d'école là, chaque année, là, où vous vous retrouvez, les retrouvailles des anciens, au bout de 10 ans, et en fait, vous n'allez pas partager tout à coup que vous n'allez pas bien dans votre vie, que vous êtes surchargé. Non, vous allez sortir votre plus bel apparat, vous allez remettre votre plus belle armure, et vous allez sortir comme ça, avec toutes les couches de masques que vous êtes capable de porter. De nouveau, c'est pas un jugement, c'est un constat. Ce n'est ni bien ni mal. Moi, je suis comme ça. Il est clair que si je revois les anciens, je ne vais pas leur dire, oh, tu sais, ben, c'est pas toujours simple. Non, c'est la success businesswoman, c'est la super maman, c'est la compagne, c'est pas la femme divorcée, c'est pas la nana qui s'est dit à 32 ans, est-ce que tu t'imagines, France, que maintenant, ton statut, c'est divorcé, mais la honte. Non, c'est pas avec cette histoire-là que je vais arriver. C'est avec celle qui fait bien. Et donc, quand elle sait oser, quand elle a osé faire ça, elle n'a pas conscience, parce qu'au moment donné, c'est juste méga inconfortable, mais elle est en train de délier toute une famille. Il faut des gens qui soient capables de soutenir ça, le fait de pouvoir se dire, maintenant, je pose des noms. Quand ma sœur nous dit, moi, je ne serai pas à Noël avec vous, wow, ça a été dur pour mes parents. Maintenant, plus personne ne lui demande. Elle est là, elle est là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Moi, je fais Noël parce que j'aime Noël. Pas parce que c'est une loyauté. Si un jour je dis j'ai l'occasion de partir à l'étranger pour Noël, oh, sérieux, je le fais. Mon père m'a toujours dit, moi, Noël, c'est si j'ai l'occasion de le passer avec vous, c'est génial. Si j'ai pas l'occasion, c'est pas grave, c'est un jour comme un autre. Donc, observez tout ce qui reste dans le champ. J'ai maintenant envie, parce que j'aime bien quand même qu'on ait au moins un exercice par atelier, je vous propose de faire un petit exercice pour les... Je vois qu'il nous reste quelque chose comme 10-15 minutes. J'aimerais bien que vous déposiez vos pieds sur le sol. Vous allez fermer les yeux et déposer vos mains sur vos jambes. Vous allez prendre une première grande inspiration. Une expire par la bouche. Une inspire par le nez. Une expire par la bouche. Et vous allez imaginer que vous êtes tout simplement assis sur votre chaise et que devant vous, vous avez
trois chaises. Une à votre droite, une juste en face de vous et une à votre gauche. Vous allez leur donner des rôles, comme si vous étiez, je ne sais pas si vous voyez les chaises de production, où il fait écrit producteur, acteur. Vous allez leur donner des noms. Il y a une chaise qui va avoir le rôle de la bonne fille. Et donc, vous allez y mettre bonne fille. Vous pouvez mettre celle, par exemple, de gauche. Vous allez avoir le rôle de la révoltée. Le siège peut-être devant vous. Celle qui rejette les attentes familiales, qui se sent souvent coupable, en conflit, qui lutte pour affirmer son indépendance. Et vous allez avoir la chaise numéro 3, ça peut être celle de droite, qui va être le rôle de la créatrice de sa propre vie. Celle qui honore ses racines, tout en choisissant consciemment, encore un mot que inconsciemment, qui choisit consciemment ses propres priorités et ses valeurs. Alors je vous invite, on va passer d'une chaise à l'autre. Donc là, pour le moment, juste vous observez. Et vous allez passer sur la première chaise, la chaise de la bonne fille. Vous imaginez que vous vous levez et que vous vous installez sur la chaise de la bonne fille. Et prenez le temps de ressentir comment vous vous sentez, les émotions qui sont associées. Est-ce qu'il y a des douleurs dans les épaules, le dos, les bras? Peut-être est-ce qu'il y a de la culpabilité, de la responsabilité, peut-être même de l'épuisement qui apparaissent. Observez, juste sans aucun jugement, comment vous vous sentez. Maintenant, imaginez que vous vous levez. Vous imaginez que vous vous secouez un petit peu pour remettre votre corps à nu, que toutes ces énergies sortent de vous. Et vous passez à la chaise numéro 2, celle de la révoltée. Vous installez et vous prenez le temps de ressentir dans votre corps et vos émotions. Peut-être est-ce qu'il y a des tensions. Et observez ce qui se passe dans votre corps. La gorge qui se noue, peut-être une douleur dans la poitrine. Vous pouvez imaginer que vous vous redressez de cette chaise, vous secouez à nouveau. Vous allez vous installer sur la troisième chaise, celle de la créatrice de votre propre vie. Et observez ce que ça fait de ressentir la liberté d'abord. La liberté d'être la personne que vous voulez être. La liberté de pouvoir choisir en toute âme et conscience. Surtout avec votre âme. En ressentant aussi cette légèreté que ça crée de pouvoir vivre en fonction de ses propres valeurs. Mais aussi la sécurité intérieure qui s'assoit dans votre ventre. Ressentez aussi la joie de vous sentir dans cette forme d'alignement entre vos aspirations et qui vous êtes réellement.
Prenez le temps de ressentir ça. Doucement, vous allez reprendre conscience de vos pieds sur le sol, ouvrir vos yeux, vous étirer, bâiller si vous en ressentez le besoin. Je vous invite à partager ce que vous avez ressenti, vécu, observé dans le chat. Sur la chaise 1, la chaise 2, la chaise 3. Et j'ai une question aussi à vous poser. Qu'est-ce qui vous empêche d'être continuellement ou de rester sur la chaise 3? C'est-à-dire d'être créatrice de votre propre vie. Peut-être est-ce que ce sont des peurs, peut-être est-ce que ce sont des doutes, peut-être est-ce que ce sont des obligations, des attentes perçues. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Et je vous invite maintenant à vous tenir debout. Vous allez vous lever, vous allez fermer les yeux, prendre une grande inspiration par le nez et une expire par la bouche. Et je vais vous inviter, attendez que j'ai terminé la consigne, à un moment donné, je vais vous inviter à faire un pas vers la chaise numéro 3, la chaise de la créatrice de votre vie. Et quand vous ferez ce pas et que vous serez devant cette chaise, vous allez imaginer que vous allez vous installer, donc vous allez faire ce pas. Toujours, quand le pas est terminé, vous allez imaginer que vous vous asseyez sur la chaise numéro 3 et vous allez dire à haute voix, je choisis de prendre ma place, de créer ma propre vie, libre des attentes familiales. Donc on va le faire ensemble. Vous allez faire le pas vers la chaise numéro 3, allez-y. Prendre une grande inspiration libératrice et une grande expiration. Vous allez imaginer que vous vous posez sur cette chaise pour bien installer le fait que vous vous installez dans cette chaise. Et vous allez répéter tout haut. Je choisis de prendre ma place et de créer ma propre vie, libre des attentes familiales. Et tout doucement, vous allez pouvoir réouvrir vos yeux et vous réinstaller. Comment est-ce que vous vous sentez? Ça fait quoi de s'affirmer, de se positionner et en même temps de se libérer? Commentez, je me réjouis de vous lire. Le but, ce n'est pas de rejeter. Ici, vous n'allez pas rejeter votre famille. Vous allez vous libérer de certains schémas, ceux qui ne vous servent plus, qui sont obsolètes. Ça va vous permettre de vous repositionner dans un espace où vous êtes davantage en autonomie, mais surtout où vous êtes dans votre authenticité, dans qui vous voulez vraiment être.
n'est pas tout, parce que je sais que les loyautés familiales, c'est quelque chose de cocasse. Laissez aussi, par rapport à l'exercice qu'on vient de faire, on travaille dans un champ énergétique. Et donc, ça peut prendre, le champ énergétique, il est là. Mais le passage de la cinquième dimension et de la sixième dimension, donc de tout ce qui est plutôt dans l'énergétique jusqu'à la troisième dimension, c'est-à-dire la nôtre, dans la matière, peut aller plus ou moins vite, à des moments différents et à des fréquences différentes. Donc surtout, laissez-vous observer les changements qui vont se produire dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Et pour accentuer ça, j'ai mis ajouté dans le workbook un exercice qui est en 4 étapes. J'ai dit combien? 4 étapes. Je vais vous l'expliquer brièvement. Donc, je vais vous demander de réfléchir à un schéma, une croyance familiale qui vous semble toujours vous contraindre, ou en tout cas qui ne vous convient pas, qui vous freine dans votre vie actuelle. Je vous ai mis quelques exemples aussi dedans. Vous allez l'écrire d'abord sur la première page. Sur la deuxième, vous allez prendre une feuille vierge par contre pour la deuxième partie. Vous allez écrire à cette croyance, comme si cette croyance ou ce schéma était une personne. Donc, vous allez imaginer que c'est un persona à qui vous allez écrire. Donc, par exemple, moi, j'ai eu longtemps cette croyance que je ne pouvais pas être à la fois une bonne mère et à la fois réussir professionnellement. Donc, c'était l'objectif d'écrire à cette croyance qui m'empêchait de pouvoir lier les deux. Et vous lui partagez tout ce qui vous agace, tout ce qu'elle vous a empêché de vivre, tout ce qui fait que ça vous a créé de l'enfer, tout ce qui vous a fait du mal, vous écrivez tout ce qui vous vient. Elle n'est pas obligée d'être longue, d'accord? Et puis vous allez imaginer que cette croyance, donc vous allez prendre une autre feuille, où vous allez tirer un trait. Imaginez que cette croyance, c'est elle qui vous répond. Il est possible qu'elle vous réponde des choses comme «Je suis désolée, je n'ai pas imaginé qu'en t'influençant, ça allait créer ça chez toi. Je n'ai jamais voulu ça pour toi», peu importe ce qui va sortir. Je suis là pour te rappeler les valeurs de notre famille, que ta maman s'est épuisée à son travail et que j'avais peur pour toi. J'avais peur que tu délaisses ta fille si tu étais non-stop dans ton activité professionnelle. Vous voyez tout ce qui peut se passer? Vous allez retirer un trait et vous allez reprendre votre rôle. Et là, vous allez écrire une troisième réponse. Du coup, il y a un, c'est vous à votre croyance qui vous répond, et vous répondez à votre croyance. Et là, en fait, vous la remerciez. Vous allez la remercier pour ses intentions, tout en ayant le besoin de redéfinir un nouveau contrat. Donc, vous allez la remercier en disant merci, merci d'avoir voulu me protéger. Mais aujourd'hui, par exemple, je choisis de créer mon propre chemin en honorant à la fois mes histoires, toutes les lignées familiales de femmes, et en étant une bonne mère. Par exemple, ça c'est pour moi. Donc, vous la remerciez et vous installez une nouvelle croyance qui est importante pour vous. Certains après vont dire, vous pouvez brûler, vous pouvez jeter, vous faites ce que vous voulez de ce papier. Moi, à partir du moment où c'est passé en écriture, votre travail est terminé. Que vous le mettiez à la poubelle, que vous le brûliez, que vous le mettiez au compost, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de le garder dans une petite farde, en souvenir, vous pouvez le faire aussi. C'est l'exercice que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un exercice qui est puissant. En plus de celui qu'on vient de faire, il est extrêmement puissant aussi. Et je vous rappelle, parce que ça, ce sont des choses, ce sont tous des exercices que je fais dans les programmes comme Quintessence, que je fais aussi dans les accompagnements du royaume. Si vous aimez ça, si vous sentez qu'il y a des choses qu'il y a à nettoyer, mais que vous sentez que bon, c'est sympa la spiritualité, c'est sympa l'énergétique, vous n'y connaissez pas grand-chose, mais en même temps, ça vous intéresse, tout en sachant que moi, je suis pas quelqu'un, je suis perchée, mais par contre, je reviens très très fort dans la matière, c'est important pour moi. C'est ce que mes clientes apprécient beaucoup, c'est que c'est pas un perché spirituel non incarné, c'est pas que la fuite cosmique. Euh, on s'ancre, on vient dans la matière parce qu'on vit dans la matière. Donc, c'est comment est-ce qu'on ramène l'énergétique, le spirituel dans la matière. C'est ce que je fais avec mes clientes. Et comment est-ce que je leur apprends à créer de la spiritualité, de l'énergétique dans la matière aussi. C'est pour trouver cet équilibre entre la foi et la réalité. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez-y, vous pouvez réserver votre appel découverte pour que je puisse vous expliquer les différents processus, donc quintessence et le royaume ici, pour pouvoir vous aider à vous libérer de toutes ces charges que vous pouvez avoir, aussi bien dans la filiation parentalité
qu'avec vos enfants. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Vous allez recevoir très vite le workbook avec le replay de cette session pour tous ceux qui sont inscrits à Atlantis. Si ce n'est pas encore fait pour toi, n'hésite pas à t'inscrire à Atlantis, comme ça tu recevras toutes les masterclass en replay. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Profitez de cette belle journée évidemment pour pouvoir vous sentir légère, pour connecter à la simplicité et l'authenticité. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain lundi, 20h30 heure Europe. Je suis hyper contente en tout cas d'avoir partagé ce moment, ce café pour certains, ce petit déjeuner pour d'autres. Et je vous fais des gros bisous. Ciao.